Les Béton! Vous qui cherchez un territoire rural où vous installer, un projet de développement rural à rejoindre ou tout simplement de l'inspiration pour imaginer le vôtre, je vous conseille vivement de vous plonger dans cette mine d'or qu'est l'ouvrage « Ces villages qui ont du peps ». Frédéric Ville, son auteur, y recense une ribambelle d'initiatives développées en milieu rural partout en France. Dans l'épisode que vous allez entendre, Frédéric nous livre les ingrédients qui, selon lui, font la réussite du développement local en s'appuyant sur des exemples précis et partage de précieux conseils à ceux qui décident de s'installer en zone rurale pour contribuer à cette vitalité. Je suis Amélie Dague, bienvenue dans Les Béton et bonne écoute. Bonjour Frédéric. Bonjour. Première question qui me taraude, j'aimerais savoir ce qui t'a amené à produire ce travail de titan et ce travail remarquable qui est l'écriture de ces villages qui ont du peps. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer là-dedans ? Alors, je suis journaliste spécialisé collectivité locale et ruralité. Donc, j'écris, on va dire quotidiennement pour la Gazette des communes, le Journal des maires, le Courrier des maires, Technicité. Voilà, c'était mon quotidien. Et puis, il y a eu un moment où j'ai eu envie d'aller un petit peu plus loin sur des sujets qui me tenaient à cœur, d'en écrire un petit peu plus que 3-4 pages, 5-6 maximum quand c'est un dossier. Et j'ai voulu en fait montrer tout ce qui se faisait dans ces territoires, parce que j'en avais un peu marre d'entendre parler de déserts médicaux, de déserts commerciaux, culturels. Et moi j'avais l'impression qu'il se passait des choses, et donc que de mieux faire que d'enquêter un petit peu plus, encore une fois, que mon travail de journaliste habituel. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis alors j'ai voulu aborder tous les aspects du développement local. Alors j'ai passé tout un peu à la moulinette, tourisme, patrimoine, culture, environnement, circuit. Tu l'as organisé comme ça, effectivement. Voilà. Et en fait, au départ, j'avais prévu de faire qu'un seul livre. Et puis, au fur et à mesure de l'enquête, je voyais qu'il y avait tellement de choses que j'ai fini par me dire, non, ça va pas faire un seul livre, d'autant plus que je voulais illustrer. Et puis, je voulais que ça soit concret, c'est-à-dire qu'on puisse s'en servir pour faire du développement local, soi-même, qu'on soit association, élu. Donc, ça nécessitait quand même un petit peu de place. Et donc, du coup, j'ai fait 3 livres. Un premier sur le développement économique et puis les services. Un deuxième sur l'environnement et le cadre de vie. Puis un troisième, bien vivre ensemble. Ok. Alors, ça regorge, je sais pas, il y a des centaines, peut-être des milliers d'exemples dans ces 3 tomes de ce qu'est la vitalité en milieu rural. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Et ton critère de sélection de ces cas, de ces projets, de ces initiatives, quel était-il en fait ? Est-ce que ça touche ta sensibilité à toi, alors tu veux en parler ? Comment tu fais ? En fait, ce que je voulais, c'est ne pas oublier de thèmes. C'est-à-dire, pour moi, le développement local, le développement de nos villages, il nécessite d'être complet. Et en fait, là où ça réussit le mieux, c'est là où c'est le plus complet possible. Ensuite, évidemment, tous les territoires ne se retrouveront pas. Ils diront, et nous, on a fait ci, on a fait ça. C'était pas forcément l'objectif d'avoir, par contre, tous les territoires, parce que c'est impossible d'une part. Et puis d'autre part, j'ai voulu à chaque fois, dans chaque thème, prendre ce qui m'avait paru le meilleur, quoi, les meilleures expériences, quoi, en fait, quoi, et aussi les plus reproductibles. Puis après, je me suis aussi obligé sur la notion de village. Faut qu'est-ce qu'on entend par ruralité? Si on prend l'INSEE, on se limite à 2000 habitants. Pour moi, j'ai pris une définition un petit peu plus extensive parce que dans la réalité vécue, les ruraux, souvent même dans des villages de 5000,
voire 6000 habitants, ils se considèrent comme ruraux. Et puis moi, dans la mesure où c'était reproductible dans des petites communes plus petites, voilà. Donc grosso modo, je suis allé l'essentiellement jusqu'à 5-6 000, puis des fois même 8 000, 10 000 quand ça me paraissait reproductible, quoi. Le livre est sorti fin 2021, c'est ça? Oui, tout à fait, en septembre 2021. À froid, ça fait quand même quelque temps déjà. Qu'est-ce que tu retiens de tout ce travail? Alors, beaucoup de choses. Donc, je retiens un petit peu qu'est-ce qui fait finalement qu'un village, qu'une campagne peut être attractive. Et j'ai retrouvé un petit peu des constantes, quoi. Il y a le fait que toujours que le développement soit endogène, c'est-à-dire qu'il provienne des forces du territoire elles-mêmes. Ça, je pense que c'est vraiment capital. La campagne n'a pas forcément à singer la ville, elle peut s'en inspirer sur des bonnes expériences, mais elle doit avant tout, je pense, partir de ses atouts propres. Alors quels sont-ils? Ben, ça peut être une particularité, une force locale, un patrimoine, une tradition. Alors je peux peut-être citer un ou deux exemples pour qu'on soit pour bien fâcher les autres. Voilà. non, pour bien montrer l'idée. Par exemple, Espelette. Espelette, tout le monde la connaît sous le piment, et peut-être même ignore que c'est une commune, Espelette. C'est une commune du Pays Basque. Et en fait, c'est parti dans les années 60. Le piment d'Espelette, c'était devenu plus rien du tout. On l'utilisait. En fait, il avait été ramené par les conquistadors d'Espagne, qui sont revenus au Pays Basque avec ce piment. Et puis, il servait à conserver les charcuteries. Et voilà. Et dans les années 60, il y a des jeunes qui voulaient rester au village, qui se sont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour rebooster un peu ça? Puis ils ont commencé à mettre des piments d'Espelette à sécher sur la devanture, sur la façade de la maison du village, d'une belle maison du village. Et puis il y a quelques producteurs qui s'y sont remis. Et puis ils ont demandé, à l'époque on disait une appellation d'origine contrôlée, on leur a gentiment rionné en leur disant votre piment pas terrible. Et puis ils ont continué à travailler. Et ils sont revenus à la charge dans les années 2000 et ils ont obtenu l'appellation d'origine contrôlée. Et puis aujourd'hui, on a presque 150 producteurs de piments d'Espelette dans le Pays Basque. On a un village qui a des atouts, qui est plus beau village de France, qui a profité aussi de son patrimoine, mais qui a surfé aussi sur ce piment. Et aujourd'hui, ce village est très touristique, très fréquenté, ce qui nécessite même une organisation un peu de la fréquentation, mais ça a bénéficié aussi au commerce local. C'est ce que j'appelle le cercle vertueux, quoi. Arriver à trouver ce cercle vertueux. Eux, ils l'ont trouvé à partir du piment d'Espelette. D'accord. Donc chacun doit trouver son piment, voilà. En fait. C'est ça tente. Voilà. Alors après, il y a d'autres critères. Souvent, c'est une personne, en fait, un chef d'orchestre, ou un collectif un peu puissant qui va initier une démarche. Je pense par exemple à Trans-sur-Erdre, c'est en Loire-Atlantique. Ils ont fait un spectacle vivant, et en fait ce spectacle vivant qui aujourd'hui attire vraiment beaucoup de monde, bien au-delà du village. Trans-sur-Erdre, c'est parti d'un fils d'agriculteur. Sur l'exploitation de ses parents, il y avait un pont de pierre, et puis le pont de pierre, il était en ruine. Et puis il s'est dit, c'est dommage, on va le restaurer. Et puis il a mis toute son énergie, puis il fallait un peu de finances, puis pour financer, il a fait un spectacle au début sur des mariés des temps anciens. Alors ils se sont regroupés à plusieurs, puis le spectacle a attiré, et puis ils ont recommencé. Et puis ils ont recommencé, et ça c'était depuis les années 70, et c'est toujours en place. Et puis c'est devenu même un outil au service du territoire, parce qu'il y a des chantiers d'insertion qui se sont servis de l'expérience pour faire par exemple des décors et puis des éléments matériels du spectacle. C'est devenu vraiment une belle réussite territoriale, quoi.
Ouais. Voilà, ça peut être aussi de l'innovation sociale. Je pense aux journées citoyennes. Alors, les journées citoyennes, elles ont été initiées en 2014 par un maire d'une petite commune, Bervillers, en Alsace, 1200 habitants, qui s'est dit, moi j'en ai marre de ces citoyens un peu consommateurs là, qui attendent tout des élus. On va faire des journées où chaque habitant de la commune pourra venir et puis rendre service. Alors soit, je sais pas, rénover des sentiers, en créer pour la commune, faire une rénovation de peinture dans l'école, rénover le monument aux morts, faire des nichoirs, enfin ça peut être plein de choses. Et au début il avait une cinquantaine de personnes et puis de fil en aiguille, aujourd'hui il a à peu près 400 personnes par journée citoyenne, comme ça un samedi qui se mettent au service de leur commune. Et ça a si bien marché qu'aujourd'hui il y a à peu près, je pense, 2000 communes qui sont engagées et aussi des grandes villes. Donc, quand on dit que l'innovation, elle vient toujours des grandes villes, ben non, là, c'est venu des territoires ruraux et c'est des grandes villes qui ont adopté le concept. Tu le disais tout à l'heure, ça fait quelque temps déjà que tu observes, analyses le monde rural, que tu en es un témoin. Qu'est-ce que tu préfères, en fait, dans ce rôle-là? En fait, vraiment, je me réjouis d'avoir été jusqu'au bout de ce travail parce que il y a un moment je me suis dit mais t'es complètement fou et je suis allé jusqu'au bout parce que je pense vraiment que ces territoires le méritent. Il y a un message aussi, je le cache pas, qui est un peu politique, un peu militant, qui est regardez aussi ces territoires que vous, l'État, faute de décisions importantes au niveau de l'aménagement du territoire, regardez ce qu'ils font et au lieu de quelquefois favoriser cette désertification, accompagner le mouvement, aidez-les dans ce qu'ils font déjà. Ils sont déjà en chemin et quelquefois il y a le coup de pouce nécessaire qui peut suffire en fait. Avec tout ce que tu connais et après l'enquête que tu as menée pour ce livre, quel message aimerais-tu adresser aux auditeurs de ce podcast qui sont des citadins qui se posent la question d'aller vivre en milieu rural? Qu'est-ce qu'il faut savoir, en fait, d'après toi? Si tu veux aller être heureux en milieu rural, à toi aussi de te bouger et de faire des choses pas forcément avec beaucoup de moyens. C'est-à-dire que sois prêt aussi à donner. Le bénévolat en milieu rural, c'est très important. Il est plus important d'ailleurs selon les statistiques en matière de loisirs et culture notamment. Donc pour moi c'est vraiment il y a toute une partie dans ton livre sur ce sujet. Voilà, tout à fait. Ça je pense que c'est important et puis aussi pas arriver non plus en conquérant puis on va tout changer parce que il y a des gens qui œuvrent dans le milieu rural, qui en sont issus, qui aiment leur territoire et qui t'ont pas attendu pour le rendre plus attractif et plus dans le bien vivre ensemble quoi. Ouais. Donc ça veut dire quoi être respectueux? Ça veut dire que oui, il y a des grenouilles qui coassent, oui, il y a des clochers qui sonnent, oui, il y a des odeurs. Ça fait partie de la campagne. Donc si t'en veux pas, ne viens pas, hein. Et dans toutes les initiatives que tu as relevées, est-ce que certaines justement démontrent une bonne mayonnaise qui prend entre des néo-ruraux, pour prendre le terme consacré, et des locaux? Est-ce que tu te souviens avoir été témoin de ça ou de choses qui t'ont marqué sur ce thème-là? Oui, à Saint-Élix-le-Château, c'est en Haute-Garonne, c'est à 50 km de Toulouse. Il y a eu une aventure. Alors malheureusement, elle s'est terminée, mais j'en parle parce qu'elle aurait pu continuer aussi, quoi. Ouais. C'est une banque Morning, une banque en ligne, dont le patron de l'époque recherchait des locaux. Il était à Toulouse, puis il voulait s'agrandir. Et puis, le foncier étant ce qu'il est à Toulouse, au départ, c'est parti de ça. Hein, eh bien, il a demandé au maire de cette commune s'il y avait des possibilités d'installation.
Et c'est là que les qualités d'un maire rural ont joué aussi. Hein. Il est réactif, donc tout de suite il a mis en branle son conseil municipal. Ils ont cherché des questions d'emplacement. Évidemment, la fibre c'était très important, donc elle est arrivée à proximité du site envisagé, mais il fallait encore faire quelques centaines de mètres. Et donc ça a été rendu possible. L'entreprise l'a pris en compte parce qu'elle s'est dit au final, moi mon bilan, si j'ai juste la fibre à ramener, j'ai tellement d'avantages pour le reste que je vais pouvoir le faire. Et puis on a trouvé des solutions donc avec le maire en disant on va pouvoir peut-être raccorder d'autres entreprises à la fibre au passage. Et donc ça va résoudre un petit peu l'équation financière. Et donc cette banque s'est installée et puis ça a marché. Il a recruté du coup du personnel supplémentaire. Il a joué le jeu aussi d'habiter à proximité, faire vivre les commerces locaux, les restaurants. Il y a une véritable dynamique. Bon, malheureusement, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que l'entreprise, qui avait peut-être vu gros un peu, a eu des soucis financiers, puis a été rachetée. Celui qui a racheté, il s'est réinstallé près de Toulouse. Les réussites peuvent être fragiles et effectivement, si un entrepreneur, celui qui a créé le projet, s'en va, quelquefois effectivement ça disparaît avec son œuvre. Ça c'est inhérent aussi à la ruralité parce que souvent on a des petits projets, peu de personnes impliquées et voilà, ça peut arriver, c'est sûr. Si je te demande de sortir ta boule de cristal là et d'essayer de nous projeter sur, je sais pas, les 20-30 prochaines années, ce qui peut intéresser évidemment les auditeurs de ce podcast, comment tu le vois évoluer, toi, ce monde rural? Et encore une fois, ce singulier le dessert, parce qu'on sait très bien que d'une région à l'autre, d'un département à l'autre, d'un canton à l'autre, on parle pas de la même chose, mais qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois un rééquilibrage, toi, qui peut se produire, un regard nouveau sur ces territoires qui ont du peps, comme tu le dis? Est-ce que les choses vont prendre vraiment du temps avant de bouger? Comment tu le ressens, toi, tout ça? Je pense quand même que la situation économique de notre pays va peut-être inviter à plus de simplicité, plus d'écologie, de respect de notre planète. Et les territoires ruraux, ils ont leur mot à dire aussi sur ces questions-là. Et je pense que ça, c'est un défi sans doute des prochaines années qu'on voit déjà poindre. L'écologie ne se passe pas que dans les territoires urbains. L'innovation, là encore, en la matière, on voit des projets, j'en décris un par exemple de centrale photovoltaïque qui a été fait par exemple à Aubais dans le Gard où il y a plus de 250 personnes qui ont participé au financement. Il y a une vingtaine de bénévoles sur un village de 3000 habitants qui était en pleine réflexion dans les années 2000 sur les gaz de schiste et puis qui se sont dit oui, c'est bien de critiquer mais qu'est-ce qu'on peut faire nous? Et donc ils ont créé ce projet. Je pense que ça va se multiplier et les valeurs dans un temps de crise, en fait, ces valeurs de solidarité et de proximité qui sont quand même très importantes en monde rural, c'est des atouts qui peuvent séduire ceux qui voudraient s'installer aussi en milieu rural. On sait qu'on n'est peut-être pas nombreux, mais on est solidaires et on est proches et dans cette mesure-là, on peut faire de grandes choses. La solidarité, j'y reviens. J'ai vu des choses vraiment fabuleuses dans le Loiret, comme ça. C'est constitué un réseau de tiers-lieux autour de l'inclusion de personnes éloignées de l'emploi, avec des chantiers d'insertion. Il y a tout un réseau qui est vraiment installé en milieu rural volontairement, parce que il y a de la misère aussi. Il y en a pas que dans les quartiers prioritaires de nos villes. Et ce réseau, qui a eu aussi l'aide du département, a fait beaucoup de choses. Ils ont restauré, par exemple, une ancienne roseraie, et puis ils ont
intégrer en circuit court des paniers qui mettent à disposition de légumes, parce que le chantier d'insertion a une activité de maraîchage. Je pense que ça aussi, ce bien vivre ensemble, s'il n'intègre pas les plus pauvres, on n'est pas dans une société attirante, quoi. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux à ce monde rural que tu aimes tant? Je l'entends. Je pense que ce que je disais, hein, j'ai un message aussi un petit peu politique dans mon livre, dans mon action, et je pense c'est que il y a une véritable politique d'aménagement du territoire qui soit décidée par l'État, que l'État reprenne la main, hein, dans ce domaine-là, hein, quand même, avec tous les abandons de services publics qu'il y a eu et qu'il y a encore en territoires ruraux. Ce serait le plus beau cadeau, hein, de revenir là-dessus, parce que c'est pas des économies qu'on fait, c'est des économies à très 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 court terme. Et derrière, on s'est préparé déjà à l'explosion des gilets jaunes. Donc, si on veut pas que ça recommence, on voit ici ou là des formes hybrides qui se multiplient. Par exemple, dans l'événementiel, j'ai parlé des spectacles vivants. Par exemple, on associe professionnels, entreprises, collectivités, bénévoles, associations. Et ça, je pense que c'est, comme on n'a pas des moyens à l'infini, c'est une bonne façon de répondre à cette question-là. Je pense aussi, par exemple, au dernier commerce dans un village, combien important. Et bien souvent, pour le sauver, pour en recréer un, pour le maintenir, on va mobiliser un peu tout le monde. La CCI, par exemple, qui fera une étude de marché, le maire qui va se mettre en cheville et vraiment faire tous ses efforts pour trouver un gérant. Parfois, si c'est pas possible parce qu'il n'y a pas assez d'habitants, c'est une association qui va reprendre l'épicerie soutenue par la mairie pour le local et la communication. Ça me paraît très important. Puis on le voit aussi à travers les SIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui portent par exemple des fois ces derniers commerces, mais plein d'autres projets où les collectivités peuvent être participantes au capital. Ça aussi, c'est une nouvelle façon, quoi. Autre point, la persévérance. Parfois, il faut 10 ans, 20 ans pour faire aboutir des projets. Alors, souvent des projets d'intérêt collectif, hein, parce que des projets entrepreneuriaux, faut que ça aille plus vite, évidemment. Mais quelquefois qui mêlent les deux. Je pense à, par exemple, Salertaine, c'est en Vendée. C'est un village de 3000 habitants dans le Marais vendéen, en arrière littoral, à 20 km à peu près du littoral, mais quand même isolé. Et puis, qu'est-ce qu'il a de positif? Tout est plat, il y a juste ce marais. Et puis, il y a des habitants, quelques-uns qui se sont retrouvés là, puis dans les années 90, qui ont commencé à faire un peu de tourisme avec des balades pour découvrir ce marais, et puis qui étaient aussi dans l'artisanat pour certains. Donc, on commençait à faire petite activité d'artisanat d'art. Et puis, la commune a eu l'intelligence de voir cette éclosion et de l'accompagner. Il y a un label qui s'appelle Ville et métiers d'art, et elle s'est dit ça serait intéressant de viser ce label. Alors ça a créé pas mal de discussions parce que certains voulaient pas que ça soit orienté uniquement artisanat d'art, mais finalement cette démarche qui était une démarche d'aller vers la qualité a été reconnue par une majorité. Et ils ont obtenu le label. Et aujourd'hui, il y a une quarantaine d'artisans d'art qui sont installés dans le village. Et la mairie a eu l'intelligence de mettre à disposition des commerces avec des beaux commerciaux intéressants qui faisaient que les artisans étaient incités à rester plus longtemps à l'année. Et aujourd'hui, ça marche du tonnerre. Il y a une fête, les Nocturnes in Salertaine, qui attire à peu près 25 000 personnes par an. Voilà, c'est un village qui a retrouvé un dynamisme et ça s'est fait en 20 ans à peu près.
Dans les autres conditions de réussite aussi, je l'ai évoqué un peu à mot couvert, hein, le bénévolat, ça me paraît incontournable. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se font par le bénévolat, à commencer par les fêtes de village. Hein. Sans le bénévolat, les fêtes de village, elles n'existent pas. Hein. Puis toute la vie associative. Et toute la vie associative. Qui porte la vie tout court. Hein. Voilà, tout à fait. Dans ces conditions aussi, il y a l'ingénierie aussi. Je pense à, par exemple, 1000 cafés. C'est porté par le groupe SOS, hein, de l'économie sociale et solidaire, qui veut favoriser cette réimplantation de cafés et qui apporte son soutien financier. C'est intéressant. On n'a pas forcément besoin toujours de beaucoup de moyens, mais bon, quand on a cet appui, c'est parfois déterminant, quoi. Je sais que tu fais des portraits à la fin de ton livre de gens qui portent la ruralité. S'il y avait, je sais pas, 1 ou 2 visages qui te reviennent là en mémoire et dont tu aimerais parler, quel serait-il? De qui tu aimerais parler là dans ce podcast qui pour toi, je sais pas, incarne une vision de la ruralité que tu portes? Ouais. Je pense que c'est les ruraux de souche, ceux qui ont toujours aimé leur village et qui veulent continuer à y vivre et à y être actifs. Et je pense j'ai 2 portraits effectivement qui vraiment me tiennent à cœur. Le dernier, hein, c'est que j'aborde, c'est le dernier point dans mon livre. C'est un jeune, Brian Jonio, qui est boulanger, qui a fait son apprentissage dans les Ardennes, d'où il est originaire, et puis qui a voulu continuer à travailler au pays. Et puis il a eu l'opportunité, dans son village natal, de racheter une des 2 boulangeries qui étaient en vente, et il avait 19 ans. Au début, la banque lui a un peu ri au nez, et puis il a trouvé une banque qui a trouvé qu'il avait du cran. Il avait déjà mis 10 000 € de côté lors de son apprentissage. Et puis aujourd'hui, il est à la tête d'une boulangerie où il y a 8 personnes qui travaillent, dont une partie de sa famille. Il fait des tournées à 30 km à la ronde, donc il rend un véritable service au territoire. Et je pense que c'est vraiment capital de s'appuyer sur ces personnes issues du monde rural. Je pense aussi à un maire, le maire des Voivres, c'est dans les Vosges, Michel Fournier, qui s'est battu pour son village, notamment pour sauver son école, ce qu'il a réussi à faire en tout simplement en rénovant des maisons au nom de la mairie, petit à petit, avec ensuite en les remettant en location à des familles. D'abord une maison, 2, 3, et puis aujourd'hui il y en a à peine une vingtaine qui ont été comme ça mises à disposition. Le village a retrouvé du dynamisme. Il s'est occupé aussi de développement économique en développant une filière bois et en réussissant à attirer des entreprises. Et aujourd'hui, il défend la ruralité en tant que président de l'association des maires ruraux de France. Et Michel Fournier, il n'a pas le bac, mais il a une capacité à développer des projets, à se battre pour son territoire. Je pense que si on veut pas une deuxième crise des gilets jaunes, il faut que ces personnes originaires du monde rural, parfois de milieux populaires, continuent de pouvoir s'y trouver à l'aise et de pouvoir y développer leurs projets. Donc je pense que même en tant que citadin, quand on arrive dans ces territoires, il faut avoir conscience de ça, et c'est qu'on travaille ensemble avec toutes ces forces, et c'est ça qui fait le bonheur du vivre ensemble, souvent d'ailleurs qu'on arrive à mieux à vivre en territoire rural parce qu'on se connaît, et donc les méfiances qu'on pourrait avoir par rapport aux appartenances politiques, quelquefois elles tombent à l'épreuve de se frotter ensemble et de voir qu'on n'a pas le luxe de se diviser dans ces territoires si on veut faire des choses et avancer et se développer. Un grand merci Frédéric pour cette interview et pour ton travail sur ces villages qui ont du peps, qui est vraiment encore une fois une mine d'or pour tous ceux qui s'intéressent au monde rural. Donc je les encourage à le lire. Merci à Les Béton.
C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Si vous voulez réagir à cet épisode, témoignez vous-même au micro de Laisse Béton ou me suggérez des invités. Écrivez-moi à amélie@laisse-béton.fr. Laisse Béton est également présent sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou Deezer. Décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et parlez-en autour de vous, c'est encore le meilleur moyen de le faire connaître. À très bientôt.